Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le thème de la détection des comportements anormaux des utilisateurs dans le système d'information en partenariat avec Envolis et Netflix. Je m'appelle Damien Habib et je suis chargé aujourd'hui de vous présenter les bonnes pratiques sur cette détection des comportements anormaux avant qu'il n'entraîne une faille de sécurité, une fuite de la donnée ou tout simplement avant qu'il ne mette à risque votre site. Tout au long du webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions. Je vous invite à utiliser le petit compartiment qui vous permet de les poser. On aura à la fin une petite dizaine de minutes pour échanger sur tout ce qui vous a interrogé au cours de ce webinaire. Faites en sorte que ce soit aussi interactif que possible. N'hésitez surtout pas. Les équipes d'Envolis, le cas échéant, seront à votre disposition après le webinaire si vous avez des questions à froid qui vous arrivent. Et nous serons bien évidemment en possibilité de creuser bien plus le sujet, non seulement à travers une démonstration d'outils, mais également à travers une proposition de valeur qui vous sera faite à la fin de ce webinaire. Je vais laisser François vous présenter un petit peu le thème de ce webinaire et l'agenda. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Je fais une petite intervention de 3 petites minutes pour vous expliquer pourquoi nous avons mis Netflix au catalogue de la société Envolis. Alors, tout le monde nous connaît, tout le monde sait que l'on est des intégrateurs depuis une dizaine d'années, que l'on développe depuis maintenant 4-5 ans nos services managés pour le maintien en condition opérationnelle des infrastructures que nous avons installées. Dans ce maintien en condition opérationnelle, dans le mode run des infrastructures, on est souvent en difficulté lorsqu'on a besoin de consolider l'information produite par les serveurs Windows de ces infrastructures. On sait produire des logs et on produit beaucoup de logs, mais on a toujours d'intenses difficultés pour sortir d'informations pertinentes de ces logs. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que pour des aspects de sécurité, dans le management des comptes de sécurité, des comptes Windows, eh bien, dès que les volumes deviennent importants, le pilotage de ces comptes et de la sécurité de ces comptes est très compliqué. On sait faire beaucoup de choses manuellement, mais c'est très chronophage et donc ça met en difficulté le modèle économique de nos interventions chez nos clients. Donc, et puis le troisième point, pardon, c'est par rapport à RGPD qui nous a un peu secoué dans nos processus et dans nos besoins en outils, puisque à beaucoup d'endroits, on a su assez simplement, assez facilement identifier des lieux de stockage de données personnelles, et puis on a des obligations de traçabilité, et donc c'était quelque chose que l'on ne savait pas réaliser. En tout cas, on n'avait pas les outils pour pouvoir gérer cette traçabilité de manière simple et efficace. Donc, on a identifié Netflix pour pouvoir consolider toutes les informations produites par nos serveurs et par les accès des utilisateurs aux données importantes, pouvoir les consolider à un seul et même endroit. Ça nous a permis de travailler sur le modèle économique de nos interventions parce que l'outil nous apporte la capacité de générer des rapports et des alertes. Et donc, ça nous permet de proposer des services dans la catégorie gestion des événements du processus utile de nos contrats de service managés. Voilà, j'espère que tout le monde est toujours avec nous. J'avais deux petits points complémentaires. La première, c'est qu'on a choisi Netflix aussi parce que c'est un éditeur qui est challenger sur son marché et ça matche bien avec nos envies d'aller gagner des projets. C'est toujours, en tout cas, c'est un point important pour Envolis d'identifier des acteurs qui ne sont pas installés, qui ont envie d'aller chercher des clients. Et puis, on a eu la chance de trouver avec Neovad le grossiste de cette solution, qui est un grossiste à valeur, qui a dans son catalogue des cartes très différenciantes que j'espère qu'on aura la possibilité de présenter dans d'autres moments, donc avec une équipe d'experts, avec des gens qui sont super motivés. Donc tout ça, ce trio éditeur, grossiste et qualité de produit, eh bien, nous a fait intégrer cette solution à notre catalogue. Voilà pour cette introduction. Damien, je te rends la main.
Super, je n'aurais pas dit mieux. Côté agenda, on va essayer d'être relativement succinct pour passer un maximum de temps sur l'outil. On va vous présenter plusieurs scénarios qui peuvent mener à une fuite de données volées volontairement par des employés avec comportement un petit peu malfaisant. On va voir pourquoi est-ce qu'il est important de surveiller ces comportements, mais surtout comment le faire, quelles bonnes pratiques à mettre en œuvre, quels sont les cycles à mettre en œuvre dans cette surveillance de la sécurité, ainsi que les 10 comportements identifiés comme étant les plus dangereux, les plus à risque auprès des collaborateurs. Et à la suite de ça, on vous montrera assez brièvement comment fonctionne l'outil, on vous fera un petit tour dans la console des 3-4 fonctionnalités qu'on trouve les plus pertinentes dans ce cas de figure, et on passera ensuite du temps sur les questions qui vous sont propres. N'hésitez pas, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, si on va trop vite sur certains sujets, eh bien, à nous ressolliciter pour qu'on approfondisse dans vos cas précis. Alors, les 3 scénarios les plus courants, je te laisse peut-être les exposer si tu veux, François. Oui, pardon, excuse-moi, Damien, Olivier. Oui, j'étais en conversation avec Olivier et je n'ai pas écouté ta question. Excuse-moi, je t'écoute. Tu veux exposer les scénarios ou tu veux que... Non, vas-y, je te laisse faire. Voilà. Super. Je En vais être fait, beaucoup plus très discret. simplement, ok, pas de souci. Très simplement, les scénarios, ils vont vous paraître bêtes et méchants, mais c'est une réalité qui est présente dans tous les systèmes d'information et c'est surtout une réalité qui est très difficile à répertorier. Dans le premier scénario, on voit donc une erreur de l'employé qui cause une faille de sécurité. L'erreur, elle est tout simplement dans des attributions de droit, par exemple. Aujourd'hui, il est extrêmement complexe à travers tous les écosystèmes de fichiers, de bases de données, voire même d'environnement collaboratif, qu'on parle de Microsoft ou autre. On a des capacités en tant que collaborateur d'attribuer des droits sur des fichiers, à des partages pour de la méthode agile, du mode projet, de la gestion optimum et mobile des documents. Mais cette gestion, elle soulève une question, c'est est-ce qu'on a un vrai contrôle sur l'attribution des droits des collaborateurs et quid eh bien, du départ d'un collaborateur, quid du changement de comportement d'un collaborateur qui s'avère avoir des droits excessifs. On va voir qu'avec Netbrix, on est non seulement en mesure de l'identifier, mais en plus, on est en mesure de remonter de l'information en temps réel. Ça soulève le second scénario, qui est un employé mal intentionné qui veut mettre en péril l'avenir de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, on a aussi la possibilité d'avoir des droits qui sont extrêmement bien menés, rigoureux, et un collaborateur qui quand même veut nuire à l'entreprise. C'est une réalité. À ça, il y a 2 réponses. La première, c'est de dire que on va dans un premier temps minimiser l'espace et la surface d'impact de ce collaborateur à risque en ne lui attribuant que les droits qui lui sont nécessaires. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'on va être en mesure de mettre en place des surveillances de comportements déviants, typiquement un collaborateur qui ferait des modifications intempestives en pleine nuit, des modifications qui seraient faites sur une journée de travail, mais dans des volumes complètement disproportionnés par rapport à une activité habituelle. Ce sont des comportements sur lesquels on va remonter une alerte en temps réel. Donc, dans un premier temps, on réduit la surface d'impact. Dans un second temps, on va alerter en temps réel sur ce qui nous paraît à risque et anormal. Et le troisième scénario, eh bien, c'est un peu la concaténation des 2 premiers, c'est qu'on voit très régulièrement des anciens employés qui soit publient des données volées, donc ça arrive dans le cas des grosses boîtes américaines qu'on a vu très souvent, type les Facebook, les Firefox, etc. Des gens qui voulaient mettre à risque l'entreprise, mais dans des cas bien plus pragmatiques, ça peut être des employés commerciaux qui partent avec un fichier client et qui l'exploitent dans leur nouvelle entreprise, ça peut être des employés de production qui partent avec des recettes, des brevets, des secrets de fabrication qui, eux, peuvent être utilisés par la concurrence sans aucune maîtrise, puisque les résultats ne vont pas nécessairement être publiés, vont tout simplement être utilisés. Donc ces 3 scénarios, eh bien, on a la possibilité d'agir dessus en surveillant le comportement utilisateur. Alors, au niveau des collaborateurs lambda, les choses à surveiller, ça va être déjà dans un premier temps les connexions des connexions. Est-ce qu'on a des connexions qui sont faites en dehors des heures de bureau? Alors, vous allez me dire, il peut arriver qu'un employé soit zélé, il veut travailler le soir. Très bien, qu'à cela ne tienne. Ceci dit, si ce même collaborateur, il va se connecter à 4 heures du matin pour faire 600 copies de fichiers sur son disque dur externe ou sa clé USB personnelle, il est vrai que c'est quand même un comportement anormalement zélé. On va aller mettre un petit peu le nez dedans. La création, les copies, lectures ou suppression de fichiers dans des volumes anormalement importants.
En pleine journée, on a un collaborateur qui se met à faire des déplacements anormalement élevés, qui se met à tout simplement tenter d'accéder à des fichiers qui ne sont pas nécessairement les siens, voire même de créer potentiellement des fichiers type exe, MSI, donc des fichiers qui pourraient corrompre l'intégrité du partage sur des partages collaborateurs, alors qu'ils n'ont pas du tout les droits attribués à cet effet. La gestion du partage, je l'évoquais en introduction, avoir les bons droits de bons collaborateurs sur les bonnes personnes, c'est extrêmement important puisque ça permet de discriminer et d'éviter d'avoir des sorties tout simplement à risque. Au-delà de la sortie à risque, vous pouvez avoir les collaborateurs les plus aimants de la société. Si tout le monde a les droits dans tous les sens et qu'un compte utilisateur est piraté, eh bien, ça suffit à avoir une exposition à la menace qui est extrêmement importante. Encore une fois, le mot-clé, c'est réduire la surface d'impact d'une menace. Donc l'allocation et l'acquisition des permissions, c'est en fait ni plus ni moins que de soumettre à validation cette gestion des droits. La gestion des mots de passe erronés également, puisqu'une personne qui va faire 3 mots de passe échoués dans la journée, peut-être qu'elle est en mode gros doigt. Si c'est une personne qui en 10 minutes va en faire 650, là vous avez peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de taper dans les droits où il n'a pas nécessairement accès. Et enfin, pour terminer sur cette partie utilisateur, eh bien, la gestion des accès aux données non autorisées. Donc, c'est non pas garantir que les personnes n'ont pas accès aux droits, puisque vous savez bien gérer en amont qui peut faire quoi, mais vous avez une visibilité sur les personnes qui feraient quand même des tentatives, même infructueuses, d'accéder à des boîtes mail, à des partages, à des bases de données ou à n'importe quelle source d'information sur laquelle il n'est pas censé accéder. Ces tentatives d'accès peuvent être liées à de la fraude, elles peuvent être liées à du crypto-locker, à beaucoup de comportements que vous allez être en mesure de discriminer grâce aux alertes en temps réel de Netvrix Auditor. Un autre sujet important, ça va être de gérer également ce qu'on appelle donc les professionnels de l'informatique, tout simplement le personnel IT, tenir à jour tous les événements générés par les utilisateurs et administrateurs. Sans parler d'une fraude, sans parler d'une action malveillante, il se peut que vous ayez des équipes qui sont dédiées à différents silos d'activité à l'IT et un collaborateur fait une modification, je ne sais pas, sur une GPO par exemple, il l'a fait le jeudi, il s'avère que le vendredi il est absent parce qu'il est en arrêt maladie ou pour une raison quelconque, et le collaborateur qui est présent le vendredi doit peut-être faire face à une gestion de crise parce que ce qui a été touché sur cette GPO a impacté des collaborateurs. Si on n'a pas une bonne journalisation de ce qui a été fait la veille et une capacité extrêmement simple à retrouver une activité, ça peut faire, comme l'expliquait François tout à l'heure, un retard assez significatif dans l'intervention, dans la mise en production, voire même dans la réparation d'un incident. Donc, c'est important d'avoir cet outil qui vous permet de savoir qui fait quoi où et quand, très simplement. Donc, démêler l'ensemble de l'activité de ce qui est un utilisateur hostile, de tout simplement ce qui est un collaborateur qui fait des actions nombreuses mais légitimes. Le type de comportement utilisateur, donc encore une fois, on va avoir dans cet outil une notion d'analyse comportementale qui va vous permettre de faire la différence entre des volumes d'accès liés à de la production et des volumes d'accès liés à des comportements normaux. Et puis corriger ces effets, tout simplement en mettant en place les bonnes politiques de droit, les actions de blocage ou de remédiation nécessaires à travers des alertes en temps réel. On verra un peu comment est-ce que c'est traduit dans l'outil directement. Alors, les bonnes pratiques pour mettre tout ça en œuvre, parce que c'est bien de parler de la théorie, mais comment est-ce qu'on fait pour que tout ça soit plutôt carré d'équerre? Il faut bien prendre conscience des menaces provenant de l'interne et de toutes les personnes qui ont des droits. Le fait est que 90% aujourd'hui des fuites de données ne viennent pas d'un pirate qui vient de Chine, de Russie ou tout ce qu'on veut. Ça, c'est valable pour les attaques les plus médiatisées. Mais 90% des fuites de données sont malencontreuses ou non, mais liées par des personnes internes. Personnes qui laissent des comptes activés, les personnes qui ne mettent pas de mot de passe sur des sessions Windows, les personnes qui donnent trop de droits à un partage et qui se retrouvent à être accédés de n'importe où par n'importe qui. Comment est-ce qu'on documente et on renforce ces politiques de contrôle? Vous verrez, les gens de Envolis vous présenteront des rapports pertinents sur l'état des lieux de vos contrôles, sur l'état des lieux de vos politiques de sécurité, qui a la capacité de faire quoi et comment est-ce que je réduis encore cette surface d'impact. Grâce à ces rapports, vous allez aussi pouvoir
éduquer vos collaborateurs à la sécurité, leur donner une visibilité dans un cadre réglementaire, comme l'a évoqué François sur la RGPD, mais également sur des briques beaucoup plus de sécurité, en leur faisant prendre conscience de l'impact de leur choix et de leur attribution de droits ou de gestion de la donnée. Ça, c'est quelque chose à faire tout au long du cycle de vie du collaborateur chez vous, puisque le système d'information va évoluer, vous allez avoir des nouveaux applicatifs, des nouveaux collaborateurs, des nouvelles méthodes de travail. Donc, dès le début du recrutement jusqu'à la gestion, on va dire, quotidienne de la vie d'un applicatif, etc., il faut éduquer et être en surveillance, si je puis utiliser ce mot-là, sur des comportements suspects, puisque vous allez toujours avoir une évolution dans les comportements collaborateurs et par conséquent devoir mettre à jour un petit peu vos propres politiques de suivi et d'analyse comportementale. Vous allez devoir anticiper tout ce qui peut générer des comportements à risque dans l'environnement de travail. Donc, c'est cette brique d'analyse comportementale qu'on verra ensemble qui vous permet d'identifier quand des comportements deviennent récurrents, non plus ponctuels, mais deviennent systémiques et par conséquent doivent nécessiter de votre part une prise de conscience du collaborateur et potentiellement une mise à jour de vos politiques de sécurité. À côté de ça, vous allez mettre en place ces politiques, donc en gérant les mots de passe, en gérant les droits des comptes, en gérant les accès collaborateurs. Vous allez voir que vous avez la capacité dans Netflix à mettre en place des actions automatisées qui vont grandement vous simplifier la vie. Séparer les tâches entre les utilisateurs à privilège et les autres et définir des accès spécifiques. Là, on ouvre les portes vers un sujet beaucoup plus large, sur tous les services collaboratifs cloud, donc type Office 365, type Google Suite, tout ce que vous voulez, puisque ces environnements ne sont pas uniquement accessibles à travers le LAN de l'entreprise, mais depuis n'importe quel point d'accès pour une personne qui aurait les droits. Donc, la surface d'impact, encore une fois, je suis désolé, je vais être un petit peu barbant avec ce mot-là, mais dès lors que vous avez des droits surattribués dans un environnement collaboratif cloud, c'est un impact qui est 1000 fois plus important qu'un droit surattribué dans un environnement on-premise. Ensuite, vous allez avoir toute cette partie analyse, donc examiner l'activité utilisateur grâce à des suivis en temps réel, activer les contrôles de changement, donc avoir une remontée d'informations dès qu'un changement est fait sur un droit, sur un accès ou des choses qui vous paraissent sensibles. Si vous n'avez pas d'outil SIEM, vous avez la possibilité directement à travers Netflix d'activer la journalisation des activités employées et du coup de rechercher en temps réel qui fait quoi, où et quand. Donc, pour surveiller également le contrôle de tous les terminaux avec les connexions, déconnexions, encore une fois, avoir une procédure de contrôle complète lors du départ d'un employé, toute la procédure d'onboarding, offboarding, vous verrez qu'à travers Netflix Auditor, vous êtes en mesure de dire qu'un collaborateur qui ne s'est pas connecté depuis 30 jours, on va reset son mot de passe automatiquement, par exemple. Il ne s'est pas connecté depuis 50, on va mettre, je ne sais pas, le compte dans un an de quarantaine. Et s'il ne s'est pas connecté depuis 90, on va bêtement disable le compte. On va ensuite avoir la possibilité, donc, grâce à ça, de développer des programmes beaucoup plus structurés sur de la réaction à la menace, avec de l'exécution de fichiers exécutables, par exemple, suite à des actions intempestives, exécuter un script quand un compte fait des modifications trop importantes ou on veut le bloquer, etc., etc. Donc, ça appelle à la vigilance, mais ça vous donne surtout les moyens de limiter l'accessibilité de la menace dans votre système d'information et surtout pour vous d'investiguer et de comprendre le pourquoi du comment à chaque fois que ces actions sont menées de manière malveillante. Dans le cycle de sécurité, alors c'est important de parler de l'outil, mais vous avez aussi toute une gestion de l'alerte et de la menace. Dire qu'on l'a identifié, c'est une chose, et comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, vous avez en toute première partie une partie d'investigation. Vous allez mettre en place Netflix Auditor et pourquoi pas de l'analyse vidéo, de l'enregistrement vidéo de ce qui se passe sur les postes de travail si vous le souhaitez. Ça reste purement optionnel. Netflix va mettre en place des systèmes de détection avec son moteur d'analyse comportementale ainsi que les alertes en temps réel. Vous allez utiliser l'intelligence de Netflix pour détecter les menaces pour ensuite mettre en place les bonnes politiques et les contrôles qui vous sont propres. Là, je vous renverrai
dans les mains des équipes d'Envolis, puisqu'il y a bien évidemment des critères généraux que je suis en train de vous évoquer, mais c'est eux qui connaissent votre métier, c'est eux qui connaissent votre activité, et c'est à partir de là que vous allez avoir une analyse beaucoup plus fine, des bonnes procédures, des bons rapports de Netflix à utiliser et des mécanismes de rétroactivité à mettre en œuvre une fois la menace détectée. Ensuite, en s'appuyant sur ces politiques et contrôles évoqués, on a l'élimination de la menace, donc soit à travers les actions automatiques déclenchées à travers des alertes, ou en utilisant des applicatifs qui vous sont propres, connectés à travers l'API Netflix, puisque l'outil propose une API entièrement ouverte et gratuite qui vous permet de développer des connecteurs à travers des applicatifs qu'on ne supporterait pas encore. Donc ce cycle, il est un petit peu sans fin. L'outil, il investigue en permanence. Des fois, il détecte des choses sur lesquelles vous allez mettre en place des politiques et des analyses pour le contrôle. Et ensuite, vous allez éliminer ou non les menaces identifiées à travers des outils natifs Netflix ou alors à travers des connecteurs qui vous sont propres. Et ce cycle est un petit peu sans fin puisque, comme vous le savez, la sécurité est un puissant fond et vous êtes en permanence en train de mettre à jour et de faire évoluer vos analyses comportementales, à savoir que Netflix Auditor évolue lui-même également et dispose à chaque nouvelle release de nouvelles alertes, de nouvelles fonctionnalités d'analyse comportementale et met en place à partir de maintenant également une notion d'analyse de comportement avec un support d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à partir des prochaines versions, l'outil vous permettra d'apprendre lui-même par rapport aux différentes alertes que vous avez mis en œuvre pour les affiner avec vous et les rendre encore plus pertinentes. Les comportements les plus à risque. Alors là, on va parler d'audit, on va parler de classification, mais surtout, on va vous parler de ce qui, 99% du temps, est pas bon. Quelqu'un accède à des données de manière intensive. Donc, intensive, ça va être des volumes qui sont propres à chaque entreprise, bien évidemment, mais ça va être des tentatives d'accès réussies ou non. Le but du jeu est d'être capable de tracer les volumes d'accès d'un collaborateur. Voilà, vous savez que grâce à Netflix, vous avez la capacité de dire qu'un collaborateur fait X modifications par jour. Si vous vous rendez compte que ce nombre X est multiplié par 3 ou 4 en une journée spécifique, il y a quelque chose de bizarre. Soit il y avait une migration qui était prévue, soit on a forcément un comportement à risque. Quelqu'un consulte des données qui sont très rarement accédées ou accède pour la première fois à des données très anciennes. Tiens, il va aller faire de l'investigation. Alors, ça peut être lié à quelque chose de métier, certes, mais ça reste quand même quelque chose d'approximativement anormal par rapport au comportement quotidien. Accéder assez activement à des données archivées. Alors ça, c'est un petit peu la concaténation des deux premiers comportements, pardon. Accéder à des données de manière intensive, en plus dans les archives. Là, quelqu'un qui va aller fouiner beaucoup dans les archives, soit il y a un audit qui est en place et on est censé être à peu près au courant, soit il y a quelqu'un qui essaye d'aller s'approprier quelque chose. Créer des exécutables dans un partage de fichiers, dans un stockage ou quoi que ce soit. Alors, créer un exécutable quand on est un collaborateur, c'est jamais très bon. Quoi qu'il en soit, malencontreux ou frauduleux, il faut tout de suite être en mesure de réagir par rapport à ça. Quelqu'un crée des fichiers, là on va parler de classification de la donnée, puisqu'on a la possibilité, si on le souhaite, d'aller parser le contenu des serveurs de fichiers, des messageries, des bases de données, de tout ce que vous voulez. Quelqu'un crée des fichiers ou accède à des fichiers avec des données sensibles, contiennent les mots de passe de connexion de certains collaborateurs, qui contiennent des numéros de sécurité sociale, des cartes bancaires, des numéros de permis de conduire, des numéros de carte d'identité, tout ce qui pourrait être lié potentiellement, certes, à votre activité, mais qui est de la donnée à caractère sensible. Les personnes qui ont accès à ces données doivent être normalement répertoriées. Dès lors que c'est une personne d'un autre groupe ou d'un autre service qui y accède, là, on a un comportement considéré à risque. Quelqu'un se connecte à partir de différents points d'accès, quelque chose de tout bête. Alors peut-être qu'il a laissé ouvert sa session dans son bureau et puis qu'il se connecte de chez lui, mais dans tous les cas, ça représente un risque puisqu'une session ouverte sans le collaborateur devant le poste, c'est jamais très très bon. Quelqu'un qui crée des comptes de nouveaux utilisateurs en volume, donc en théorie, c'est pas tout le monde qui est capable de créer des comptes, donc soit l'administrateur est le seul à pouvoir le faire dans des volumes raisonnables, soit c'est quelqu'un d'autre qui le fait et on a un petit souci. Des volumes d'échecs, donc de ce qu'on appelle les tentatives d'accès avortées,
c'est tout simplement quelqu'un qui essaierait de lire, de se connecter à des partages, à des fichiers, à des boîtes mail, alors qu'il n'a pas les droits. Là, on se retrouve à avoir, si c'est en petit volume, quelqu'un qui fait des tentatives de on va dire fouinage, pour utiliser un terme un petit peu barbare, ou alors si c'est en très gros volume sur des petites périodes de temps, et ben on se retrouve face clairement à un cryptolocker, appelons un chat un chat. Du travail en dehors des heures de bureau à des volumes anormalement élevés, et quelqu'un qui n'utilise jamais des partages auxquels il a accès. Là, on se retrouve également dans un comportement à risque, parce que on a une personne qui peut accéder et qui donc, en cas de piratage, a les droits sur un partage, alors qu'il s'en sert pas. Donc, en définitive, encore une fois, réduisons cette surface d'impact et enlevons les droits aux gens qui ne se servent pas des partages. À partir de là, on va passer une petite partie démonstration. Je vais switcher les consoles pour avoir la capacité de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à profiter des quelques minutes que vous avez pour poser vos questions et on y répondra au fur et à mesure. Ok, donc on passe à une partie beaucoup plus pragmatique puisque le but ici, c'est de vous montrer à quoi ressemble l'outil. Alors, un premier point très important à comprendre, et dans le cas d'une PME, c'est un point non négligeable au niveau IT, c'est qu'on parle d'un outil qui est entièrement sans agent. Vous n'avez rien à déployer sur le partage de fichiers, sur les bases de données, sur les messageries, sur l'AD, sur tout ce que vous voulez. C'est un outil en console lourde qui est hébergé sur une VM Windows, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là, j'ai un Windows 2012 R2, mais ça pourrait être sur du 2016 ou n'importe quoi. Sur cette VM, je vais venir installer ma console Netflix. Je vais lui associer une base de données SQL pour récupérer les logs sur lesquels je vais m'appuyer pour travailler. Et je vais dire à mon outil, eh bien, moi, je vais auditer ma forêt AD, mes serveurs de fichiers, mes serveurs Windows, mes bases de données SQL. Je vais lui déclarer tous les objets que je vais auditer. Et à partir de là, il va faire de la requête réseau sur ces objets spécifiques pour récupérer les event logs présents sur chacun de ces objets. C'est bien là la force de l'outil, c'est qu'il ne va rien créer, il ne va en rien modifier votre outil de production, il va simplement aller s'appuyer sur les event logs déjà présents sur les objets pour en avoir une analyse et une granularité qui vous permettent de mettre en place les alertes, les recherches, les analyses, etc. En plus de ça, l'outil va parser les racines potentiellement NTFS et IFS de vos partages de fichiers pour avoir un état des lieux, un snapshot des droits, des accès, des partages, et vous donner une photo à un instant T de vos serveurs de fichiers, de votre AD, de vos environnements collaboratifs. La première brique très intéressante ici et qui va vous simplifier la vie, c'est cette barre de recherche. On parle bien d'un outil qui va simplement vous faire un Google du système d'information. Vous voulez savoir ce que fait l'admin. Ici, vous tapez admin et vous avez l'activité qui vous est présentée de la manière qui fait quoi, où et quand. Alors, si je lui demande juste l'administrateur, il va me donner les connexions, les suppressions, les modifications. Bref, on va avoir une visibilité globale de ce qu'il a fait. Mais j'ai la possibilité de granulariser beaucoup plus. Je peux parler des modifications faites par l'admin. Je peux lui demander est-ce qu'il a modifié des policies, par exemple. Hop, je recherche. Et je me retrouve dans le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure. Un collaborateur a modifié une policy, à tort ou à raison, très bien. J'ai automatiquement une vision macro de qui, quoi, où, quand, mais j'ai aussi la possibilité ici en cliquant sur Full Screen d'avoir la totalité du log, quel GPO a été modifié, sur quel contrôleur de domaine, quel jour, à quelle heure, par qui, et surtout la valeur avant et après la modification. Ce n'est pas un outil de prise en main, ce n'est pas un outil de rollback, mais cette visibilité vous permet de simplement aider à la prise de décision et de pouvoir mettre en œuvre la remédiation nécessaire. Alors, je vous montre des critères de recherche très simples, mais on peut aller beaucoup plus loin. Dans cette recherche, vous avez la possibilité, par exemple, ici dans les actions, donc dans les filtres, pardon, vous choisissez le type de personne, le type d'objet, le type d'action, les périodes, les durées, les sources de données. Si je reste sur les actions, je peux avoir des recherches extrêmement granulaires.
puisque même si le mode de recherche est simple, les recherches, elles, peuvent être très complexes. Vous pouvez lui demander, est-ce que j'ai quelqu'un qui a ajouté, supprimé, modifié? Est-ce que j'ai des échecs d'ajout, suppression, modif? Est-ce que j'ai des lectures, des renoms, des mouvements? Est-ce que j'ai des check-in, des check-out, des log-on, des log-off? Bref, vous avez la possibilité de construire votre alerte sur des critères très granulaires, mais très simples de mise en œuvre. Presque sans avoir fait d'informatique, vous avez la possibilité de poser des questions à votre outil et avoir une réponse extrêmement simple en temps réel. Alors ça, c'est votre vision quotidienne. C'est votre outil qui va vous dire, bah tiens, j'ai une question à lui poser, j'ai un collaborateur qui a un fichier qui a disparu, hop, je vais taper le nom du fichier, je vais voir l'état des lieux. J'ai un collaborateur qui a dû se connecter à machin, je tape son nom, je veux savoir ce qu'il a fait. Mais vous pouvez aussi avoir besoin d'être guidé. Pour être guidé, vous avez des rapports préconfigurés sur l'état des lieux des risques, par exemple. Les bonnes pratiques de la sécurité SI. Ici, on a un rapport qui vous permet de montrer les passeports qui expirent jamais, les comptes users avec des passeports non requis. Est-ce que j'ai des comptes inactifs? Est-ce que j'ai des comptes avec de la donnée qui ont accès à de la donnée sensible alors qu'ils ne devraient pas? Est-ce que j'ai le compte Everyone qui a accès en full control sur des partages? Et ces rapports peuvent être granularisés au niveau de chacun des objets, puisqu'ici, si vous vous intéressez par exemple au serveur de fichiers, vous avez des rapports sur l'activité, donc en se basant sur ces event log fichiers, qui fait quoi, où et quand, qui modifie des droits, des partages, des accès, etc. Donc, je peux avoir les créations, les suppressions d'objets, de fichiers, de droits, de partage par toutes les personnes qui font la vie de mon serveur de fichiers. Tout comme je peux avoir ici l'état des lieux d'un serveur de fichiers, où je peux lui demander les permissions par collaborateur, les permissions par partage, la structure de chacun de mes partages. En fait, il faut revoir l'outil en permanence comme qui fait quoi, où et quand. Et dans ces cas, Brick, vous choisissez ce que vous mettez au centre. Si je choisis de mettre le qui, je veux les permissions par collaborateur. Ici, il va montrer le compte que j'ai choisi de cibler et les différents droits qui lui sont attribués sur quel partage. Est-ce que c'est du natif? Est-ce que c'est de l'hérité des groupes? Etc. etc. Donc là, mon compte Everyone, il a le droit à tous ces partages-là, avec des droits en lecture, en modif, en full control, de manière directe. Si je ne veux pas m'intéresser au qui, mais je veux m'intéresser au où, je vais partage par partage avoir la visibilité sur ce partage, qui a les droits dessus. Est-ce que c'est normal? Par exemple, il y a une première brique d'intelligence qui dit, bah tiens, Damien, sur DataShare, tu as des permissions qui sont différentes du dossier parent. C'est un peu bizarre. Vous avez ici la possibilité de voir tout de suite en surbrillance ce que lui a trouvé bizarre et par conséquent, cliquer dessus, remonter l'arborescence et comprendre le pourquoi du comment. On parle d'arborescence, on a la possibilité tout de suite de raisonner aussi en arborescence, avoir l'état des lieux de la structure de mon serveur de fichiers et d'avoir les différents types d'héritage et les différentes visibilités. Donc ici, les différents héritages, voilà, j'ai DataShare, qui a en dessous partage ceci, cela, etc. Est-ce que je veux en chercher uniquement un serveur de fichiers? Est-ce que je veux faire sur un pass spécifique? Est-ce que je veux un certain niveau de profondeur? Enfin, derrière, c'est du reporting SQL. Donc, vous en faites plus ou moins ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est pour cette partie rapport. Et enfin, et non des moindres, on a la partie alerting en temps réel. Donc, ces alertes sont préconfigurées. Vous avez une bibliothèque qui vous est mise à disposition et que vous pouvez bien évidemment activer ou non selon vos besoins. Donc, on voit que c'est des alertes sur des suppressions de comptes, des ajouts, des suppressions de masse sur des serveurs de fichiers. Vous voyez, comme on l'évoquait tout à l'heure, une suppression de masse peut évoquer un comportement à risque chez un collaborateur. Ça peut être également des changements de configuration d'éléments réseau. Ça peut être également des états des lieux faussés sur tout simplement les fail logon anormalement importants d'un collaborateur. Mais au-delà de pouvoir activer ces alertes, vous pouvez tout simplement en créer vous-même de manière extrêmement simple et extrêmement granulaire. Alors, comment est-ce qu'on crée des alertes? Ici, par exemple, je vais en créer une que je vais appeler webinar. Je vais y mettre une liste de destinataires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les destinataires de vos alertes peuvent être des gens de l'IT comme peuvent être des gens du métier. Il est important de responsabiliser les collaborateurs du métier, comme on le disait, pour que ces derniers aient une visibilité de ce qui se passe et vous aident à arbitrer.
vous êtes à l'IT, il y a X collaborateurs chez vous, c'est pas à vous de savoir si c'est Toto ou Toti qui doit avoir les droits sur le partage X, Y, Z. Donc, vous pouvez mettre dans la boucle des échanges, eh bien, un collaborateur qui va vous permettre d'arbitrer la pertinence de cette alerte. Et derrière, eh bien, on retrouve la notion de filtre, où ici, vous allez par exemple dire, je vais être alerté quand j'ai des actions de modification faites sur le partage compta, par exemple, je sais pas, sur une période de temps qui serait, je sais pas quand, ou même, tiens, non, plutôt fait par une personne, on va faire plus pertinent, qui ne serait pas dans le groupe ou sous-groupe finance, donc qui se doit avoir les droits, qui serait fait, quoi d'autre, qu'est-ce que je peux vous mettre comme critère, enfin, voilà, en dehors des heures de bureau, tiens, par exemple, en dehors des heures de bureau, etc., etc. Donc, vous choisissez votre niveau de granularité dans l'alerte, mais au-delà de cette alerte singulière, vous avez la possibilité de mettre en place des seuils, c'est-à-dire les modifications ne m'intéressent que si il en occure X en temps de temps. En dessous, c'est pas intéressant. Au-dessus, même chose. Donc en fait, le but du jeu ici, ça va être de mettre le niveau de granularité d'alerte qui vous paraît pertinent. En plus de ça, il y a deux fonctionnalités supplémentaires. Les alertes, c'est très bien, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une visibilité exhaustive sur tous les comportements collaborateurs. Maintenant, c'est du temps de traitement, c'est du temps de travail, des fois c'est des faux positifs, c'est pas toujours évident à gérer. Que propose Netflix de ce côté-là? Eh bien, c'est tout simplement de mettre en place ce qu'on appelle une analyse fil rouge, donc un score de risque. En fait, ce score de risque va revenir à dire, eh ben, d'une manière générale, il y a des comportements que je veux suivre, analyser, mais j'ai pas nécessairement envie de recevoir une alerte en temps réel à chaque fois qu'il se passe. Eh bien, Nedrix va vous permettre de dire quand le collaborateur ou le compte ou la personne fait l'action que vous voulez suivre en question, il va se voir attribuer un certain score de points qui va venir incrémenter le compteur ici d'analyse comportementale qui va être un peu votre fil rouge en fait du système d'information où vous allez pouvoir savoir collaborateur par collaborateur quels sont les points générés et surtout quelles sont les actions faites par le collaborateur qui lui ont valu de générer ces points. Alors, dernier petit point important, c'est que dans les alertes, vous avez également la possibilité de mettre en place des actions de réponse. Ces actions de réponse, ça va être ni plus ni moins pouvoir exécuter un fichier pour lancer une action suite à un vol de données ou à quelque chose. Exécuter un script suite à une analyse faite par vos collaborateurs sur un comportement normalement, je ne sais pas, consommateur de ressources, anormalement important dans les accès ou quoi que ce soit. Donc vous avez la possibilité non pas de simplement être passif et voir l'action, mais de bien mettre en place une action de réponse. Voilà pour cette partie démonstration. Hop, je vais revenir au PowerPoint. Alors pour faire une petite rétrospective de l'outil, c'est clairement pas la startup du coin. C'est vrai que François a tout à fait raison, c'est un outil qui est challenger sur le marché français, qui a vocation à offrir une solution alternative aux PME, voire aux grands groupes, mais c'est une boîte qui existe depuis 2006, qui a plus de 10 000 clients dans le monde, qu'on est à la version 9.8 de son outil, donc c'est stable, c'est fonctionnel et c'est déjà bien plus qu'éprouvé. Donc c'est une solution qui vous permet de minimiser la surface d'impact, donc le risque lié à la fuite de données, mais également d'avoir une notion d'analyse de conformité RGPD, PCI DSS, ISO 27001, comme vous l'expliquait François en introduction, et surtout de rapidement détecter toutes les problématiques liées à ces deux sujets-là et de mettre en place les politiques nécessaires à la remédiation. Alors le spectre fonctionnel est très très vaste puisque vous voyez ici qu'on se chevauche avec une fonctionnalité d'audit. Donc l'audit, ça va être ce que je vous présente depuis tout à l'heure, qui fait quoi, où et quand. On est capable de l'appliquer sur tous ces objets-là. Mais on a également chez Netflix une fonctionnalité de data discovery et classification. Ce qu'on entend quand on parle de data discovery et classification, c'est ni plus ni moins que d'aller parser le contenu des données présentes dans ces différents objets et de vous remonter dans un cadre sécuritaire ou réglementaire, eh bien, quel fichier contient de la donnée à caractère personnel, sensible, ce que vous voulez. D'accord?
Je vais maintenant donner la main à mes amis d'Envolis pour qu'ils vous fassent leur petit retour d'expérience. Oui, merci Damien. Alors, voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien mes écrans. Si tu peux me confirmer, Damien. Absolument. Parfait. Donc, je vais vous présenter, on va dire, 5 rapports, les premiers rapports instantanés. Ce qu'on a vraiment beaucoup apprécié avec l'outil Netvrix, c'est que on l'a installé chez nous en mode POC, hein. Brut de fonderie, on l'a installé, on l'a laissé tourner. On a donc connecté, nous, les briques Active Directory, File Server et Windows Server. Et de manière instantanée, sans quasiment aucune conf, ça a parlé très rapidement. Ça veut dire qu'on a vu des choses qui nous ont alertés, y compris sur notre système d'information. On parlait de surface d'impact. Eh bien, c'est vrai que on va dire le retour sur notre vision de la sécurité de notre ESI a été instantané. Le premier rapport que je vais vous présenter, c'est les fail logon. Alors ça, c'est un élément assez facile qui permettra d'identifier, par exemple, des tentatives d'intrusion ou un utilisateur désactivé, mais qui va tout de même tenter de se connecter. Les rapports, donc, on les a à partir de l'outil auditeur que vous avez vu tout à l'heure. Moi, je vais me focaliser uniquement sur les rapports. Bien sûr, vous avez accès à l'analyse recherche et aux alertes. Donc là, je vais me focaliser uniquement sur les rapports. Ce sont des rapports qui sont déjà préconstruits, hein. On les consomme tels qu'ils sont. Netvrix fournit, on va dire, une pléthore de rapports directs consommables. Et je n'ai fait aucune configuration sur ces rapports. La seule chose auxquelles vous avez accès et qui sont très pratiques, c'est par exemple les triages. Vous pouvez trier vos rapports et vous pouvez mettre bien sûr des filtres s'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Par exemple, moi j'ai exclu de mon analyse un compte supervision puisque c'est normal qu'il ait des fails. Et eh bien ça va me présenter par exemple voilà, les tentatives de connexion de mauvais mots de passe. Alors il y a parfois des comptes de connexion, mais par exemple certains collaborateurs, on voit la date, eh bien il s'est trompé 4 fois moins de mots de passe en moins de 10 minutes. Alors ça aussi, ce sont des seuils. Après, vous imaginez assez facilement, on va dire, la pertinence de cette chose-là, comme le disait Damien tout à l'heure, sur la réduction des tentatives de fraude ou d'intrusion. Un deuxième rapport que je voudrais vous présenter, c'est les last logon time. Alors ça cause, ça veut dire, à tous ceux qui font un petit peu de supervision, la chasse aux données mortes. C'est par exemple les collaborateurs qui ne font plus partie des effectifs, mais qui disposent toujours d'un compte. Ça peut être aussi des comptes de test qu'on a mis en place pour une démo ou autre. Eh bien, cet outil va très simplement et facilement me montrer, on va dire, presque, je vais dire, me les jeter à la face, eh bien, ces trous béants dans ma sécurité au niveau des accès à mon système d'information. Alors, j'ai fait un petit filtre très facile en me disant, je ne vais prendre que les comptes qui sont inactifs depuis plus de 30 jours, puisque, on va dire, par exemple, pour couvrir les périodes de congé ou d'absence, et je les ai triés par passe, par chemin. Ça va me permettre de browser assez rapidement et facilement, eh bien, par exemple, les OU de mon Active Directory. Donc, je vais me focaliser sur les premiers, et par exemple, ici, je vais me focaliser sur cet OU-là, par exemple, avec certains utilisateurs. Eh bien, moi, je vais dire, OK, cet OU-là, parce que ça me parle, on va dire, je sais qui est censé être dedans, eh bien, j'ai le statut du compte, s'il est actif ou pas, et son last logon time. Et j'ai des comptes, par exemple, depuis 2012, ne se sont jamais connectés. Ça parle. Ce qui est encore plus grave, c'est que le compte est toujours actif. Il y en a certains qui sont désactivés, tout va bien, mais un compte, par exemple, master, qui ne s'est jamais connecté depuis 2012 et qui est toujours actif, pour moi, ça, c'est une faille. Voilà, donc ça va parler. J'ai une liste assez, qui parle. Vous imaginez assez rapidement ce qu'on peut en faire. Et ça, je vais vous parler, c'est pas un retour sur investissement, mais c'est un retour sur analyse qui coûte quasiment rien puisque le rapport est déjà préconstruit et ça me l'analyse en direct. Alors là, j'ai fait une analyse à partir d'un pass, mais je peux faire l'analyse, par exemple, par last logon. C'est-à-dire que là, je ne vais pas trier par les OU, mais je vais trier simplement par
le plus vieux de la planète. Donc là, bien sûr, j'ai des comptes qui ne se sont jamais connectés parce que voilà, c'est pas normal. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai créé un compte et il n'a jamais servi. C'est peut-être que ce n'a pas été pertinent. Ça serait pertinent peut-être de le désactiver. Et par exemple, là, dans certains cas, depuis le 2010, j'ai des comptes qui sont actifs qui ne se sont jamais connectés. Donc là, il y aurait une analyse à faire sur la pertinence de ces comptes, de ces failles béantes sur l'accès à mon système d'information. Un troisième rapport que je vous présente, c'est un User Activity Summary. Qu'est-ce que ça va présenter? C'est, on va dire, ce sera l'analyse comportementale de mes utilisateurs sur mon file system, donc mon système de fichiers. Alors là aussi, on peut le trier. Moi, je l'ai trié par utilisateur et je peux mettre, on va dire, des seuils, des planchers au niveau des changes, des reads, des fades et des effacements. Ça me présente un petit tableau qui parle assez rapidement. Alors, c'est un instantané. L'idée, là aussi, c'est de voir est-ce qu'il y a des anomalies. Si, par exemple, j'ai par exemple un collaborateur qui a, on va dire, beaucoup plus de change que les autres, beaucoup plus de read ou d'accès, eh bien, c'est peut-être un comportement, on va dire, anormal. Par exemple, un vol de données ou des actes malveillants. Un vol de données, eh bien, j'aurai des reads qui seront anormaux. Des actes malveillants, ça sera par exemple des changes ou des effacements. Bien sûr, les accès, les tentatives d'accès sont là aussi tracées. Ça peut être par exemple un compte crypto qui aurait usurpé le compte d'un collaborateur. Quatrième rapport que je vous présente, c'est les passwords qui n'expirent jamais. Ça peut être accepté dans certains types de comptes, mais c'est quelque chose auquel il faut faire la chasse. On peut, dans le filtrage de ce rapport, bien sûr, exclure certains répertoires de mon Active Directory. Par exemple, les comptes de service ou les comptes d'admin seront exclus et on va les trier par statut. Le statut, c'est est-ce que le compte est actif ou pas. Bien entendu, un mot de passe qui n'expire jamais sur un compte désactivé, c'est pas grave. Dans le cas contraire, c'est un trou béant. Alors là aussi, il va me lister des choses qui vont me parler. Moi, je les ai triées par, on va dire, chemin de mon Active Directory. Donc, je vais cibler une OU de mon Active Directory et dedans, je vais voir des comptes unitaires qui sont actifs et dont le mot de passe n'expire jamais. Donc là, typiquement, je suis dans le cas d'un compte de test qui avait dû être créé dans le cadre d'une action spécifique. Mais ce compte, c'est pas normal qu'il soit encore là. J'ai d'autres exemples, par exemple, dans une autre OU, avec des comptes. Là, on voit bien, ce sont par exemple des comptes utilisateurs qui ont le mot de passe qui n'expire jamais. Ça, ce sont des choses auxquelles il faut faire la chasse. Et dernier rapport que je vais vous présenter, ce sont les données mortes, les stale data. Là aussi, c'est dans le bon cycle de vie de votre système d'information. Est-ce qu'il y a des données qui ne sont jamais accédées? Là aussi, ça va vous lister l'intégralité de vos folders avec les unchanged files et notamment les tailles de fichiers qui sont concernés. Ça peut représenter des gigas et des gigas. Là, c'est pas de l'analyse comportementale, mais par exemple de la bonne hygiène de gestion de votre système d'information. On est bien là aussi sur des analyses donc de rapports. L'idée, c'est de détecter des comportements, des failles, des risques dans justement votre surface d'impact au niveau du système d'information. Ça vous permettait d'en contrôler l'état, provoquer des actions pour éliminer et bien sûr, dans le cycle récurrent, repasser en mode détection. Damien, je te rends la main pour la suite de la présentation. Super, je te remercie. Hop, je vais reprendre les doigts. Top. Donc les rapports vous ont été montrés. Comme je vous le disais, donc la société elle a été fondée en 2006. C'est une boîte américaine qui a aujourd'hui un peu plus de 10 000 clients. Le slide n'est pas tout à fait à jour, j'en suis désolé. La grosse force de l'outil, si je puis faire notre tour d'expérience à nous, grossistes, c'est qu'on a vu la capacité à l'implémenter dans de la toute petite entreprise comme du très grand groupe. Pourquoi? Parce que les problématiques que je vous ai évoquées aujourd'hui, c'est rassurant ou triste, à vous d'en juger, mais elles sont présentes aussi bien dans les toutes petites entreprises que dans les très grands groupes. Il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui est plus ou moins à l'abri, puisque on a tous des tailles, on va dire, d'équipes liées
à la taille de l'entreprise et du coup, on fait face aux mêmes problématiques. Par conséquent, on a Nedrix qui est déployé dans des toutes petites entreprises d'à peine 10 personnes et on l'a dans des très grands groupes de 8, 10, 12 000 collaborateurs, donc qui sont sur des problématiques similaires avec des demandes d'exigence des fois, alors peut-être un peu plus importantes de par le statut de l'entreprise, mais pour vous, PME, TPE, pour le secteur que nous adressons, eh bien, il ne faut surtout pas sous-estimer ce risque, puisque là où une très grande entreprise va mettre de la sécurité, ou en définitive, elle pourrait se permettre de s'exposer au risque dans la mesure où c'est pas ça qui va la tuer. Pour une TPE ou une PME, l'impact d'une fuite de données, d'un vol ou même d'un droit mal attribué peut être beaucoup, beaucoup plus important. C'est un outil qui est récompensé tous les ans pour son innovation et pour sa qualité de service produit aux utilisateurs. C'est un outil qui a été récompensé en France comme à l'étranger et qui, tous les ans, et je vous en parle parce que je fais une Nedrix depuis un peu plus de 3 ans maintenant, propose de la nouveauté en termes de fonctionnalité, en termes de périmètre d'audit et qui a vraiment une valeur pour vous. Donc les clients, comme vous le voyez, donc là on a pas mal de très grandes boîtes parce que c'est ça qui fait bien, mais en France on a plus de 350 références dans de la PME et qui répondent à des problématiques de collectivité, de petites entreprises et de cette gouvernance des droits dans des équipes restreintes avec des moyens un petit peu limités. Messieurs, je vous laisse peut-être intervenir sur cette partie-là. Bonjour à tous, c'est Olivier. En tout cas, bonjour à ceux qui sont restés, qui sont donc encore là. On garde toujours le meilleur pour la fin. Pour faire concret, c'est une solution qui est super intéressante, qu'on a utilisée donc en interne et on y croit vraiment. Alors, pour clôturer ce webinaire, on s'est dit que ça pouvait être pertinent de vous proposer à vous clients une offre de lancement. Donc, le travail qui a été réalisé entre Olivia et notre partenaire donc Neovad nous a permis de sortir une offre de lancement qui permet d'accéder à un mois de maintenance offert et avoir un forfait d'installation remisé aussi. C'est une offre qui commence aujourd'hui et qui se termine au 30 novembre. À disposition, Nicolas, Olivia, moi-même, François, à votre disposition pour des questions. Et toi, Damien, pardonne-moi, à disposition pour vos questions. Bien sûr. Merci à tous. Et puis, vous avez les coordonnées des équipes d'Envolis et les miennes, le cas échéant, s'il y a quoi que ce soit. On serait ravis de rentrer bien plus dans le détail avec vous. Et merci encore pour votre patience et votre intérêt durant cette longue présentation. Merci à tous de votre présence. À très bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.